Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette première vidéo. Alors, sur cette première vidéo, nous allons parler de l'histoire de la photographie. Alors, comme vous le savez tous et comme je l'ai déjà expliqué, cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo comme vous pouvez trouver sur YouTube, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà eu des cours avec moi, et il faut plutôt prendre ça comme un aide-mémoire. Euh, Pourquoi l'histoire de la photographie? Je ne suis pas professeur d'histoire, loin de là. C'est juste que je trouve que revenir à l'essentiel et puis mettre un petit peu de côté toute la technique, tous les gadgets que l'on peut trouver sur un appareil photo, ça facilite la compréhension. Mon but à moi n'est pas de vous donner des réglages tout faits, justement. C'est bien que vous compreniez la lumière, le triangle de la lumière, c'est-à-dire diaphragme, vitesse, ISO. Et pour ce faire, retourner à quelque chose de simple, quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut palper, c'est vraiment très efficace. Alors effectivement, on va voir que l'histoire de la photographie, ça se concentre sur l'essentiel. Tout ce qui est gadget, même l'autofocus, la balance des blancs, je parle même pas de l'histogramme et tout ça, on n'en a pas vraiment besoin en fait pour commencer la photographie, pour comprendre et pour créer une image avec de l'émotion. Hein, l'émotion passe par la lumière. Voilà, donc ce cours va durer une dizaine de minutes. Dans mes autres cours, j'y ferai souvent référence, voilà, parce que c'est vraiment la base de la lumière. Donc n'hésitez pas à commenter si vous aimez, à me faire des retours, ça va me motiver. Désolé s'il y a des petits problèmes de montage ou si je bégaye parfois, parce que c'est ma première vidéo, donc c'est pas forcément simple. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc, la photographie, qu'est-ce que c'est? Déjà le mot photographie, photo, photon, lumière, graphie, calligraphie, l'écriture de la lumière, le but premier du photographe, c'est donc de jouer avec la lumière et d'écrire avec la lumière. Voilà, c'est un peu ce que je vais développer maintenant. Alors, on ne parle pas de photographie moderne dans l'histoire de la photographie. Enfin, du moins, j'en parlerai un petit peu plus tard. La photographie moderne, elle est arrivée dans les années 1820. On remonte donc dans la préhistoire de la photographie, bien avant ça. Alors, si c'est la préhistoire de la photographie, c'est que ce n'est pas de la photographie, certes. En tout cas, on va l'appeler comme ça pour cette vidéo. Et on remonte en 1600, enfin 16e, 17e siècle. Et là, à l'époque, donc l'appareil photo n'existait pas, mais ce qui existait, c'est un sténopé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe du sténopé, mais qu'est-ce que c'est? Un sténopé, c'est une boîte complètement hermétique à la lumière, où il fait le plus noir possible à l'intérieur. La lumière ne peut pas rentrer à l'intérieur. Il fait donc très sombre, comme on voit ici. Dans cette boîte, on fait un simple trou. Ce qui se passe, c'est que la lumière va s'engouffrer dans ce trou. En photographie, on dit qu'elle converge, elle rentre de façon conique. Et si rien n'arrête la lumière va continuer son chemin. En photographie, on dit qu'elle diverge, c'est-à-dire qu'elle va continuer son chemin avec la forme d'un cône inversé, jusqu'au moment où elle rencontre une paroi. Là, comme vous le savez, normalement, on ne voit pas à travers les murs, et donc la lumière, elle aussi, ne peut pas traverser les murs. Donc naturellement, la lumière qui est rentrée, qui continue son chemin, va être arrêtée par la paroi opposée à mon trou, et elle va donc se projeter sur cette paroi. Alors pourquoi il y a une projection? Tout simplement grâce à la convergence et à la divergence de la lumière. Mais aussi parce que la lumière est rentrée de façon très propre. Vu qu'elle est rentrée par un unique trou, et vu qu'elle n'a pas été polluée par d'autres entrées de lumière, vu qu'à l'intérieur de ma boîte il fait très sombre et que la lumière n'a pas pu rebondir, la lumière file droit, et naturellement, il y aura donc une projection. On ne l'a pas couramment dans notre environnement, tout simplement parce qu'on n'a jamais qu'une source de lumière, ou même si on n'a qu'une source de lumière, elle ne rentre pas par un trou et elle rebondit sur les parois, ce qui fait qu'après on a une bouillie de lumière. C'est exactement comme ça que fonctionne notre œil, évidemment. Et à titre d'info, on le verra tout à l'heure quand j'irai à l'extérieur avec le sténopé, mais vu que la lumière rentre et continue son chemin, le haut devient le bas et le bas devient le haut. Tout comme notre œil, on voit inversé, c'est notre cerveau qui retourne l'image, et sur un appareil photo, c'est donc le processeur qui retourne l'image. Alors ici, j'ai plusieurs sténopés à vous présenter. Le premier que j'ai créé, c'est tout simplement une boîte à chaussures. Alors là, je vais changer de caméra, si tout se passe bien, pour essayer de regarder ça ensemble. Alors, hop, voilà, on est passé sur la caméra et je lance l'enregistrement.
Et voilà. Donc, vous allez devoir le voir, vous allez voir après quand je ferai le montage, évidemment. Désolé, il y a un peu de bruit dehors, c'est peut-être pas le bonjour, mais c'est comme ça. Donc, c'est une boîte à chaussures, vraiment standard, hein. Pourquoi une boîte à chaussures? Tout simplement parce que c'est assez simple à trouver. On voit que voilà, c'est vraiment une boîte à chaussures, il y a même l'étiquette, il y a même le prix. Donc, elle est complètement hermétique à la lumière. Ça veut dire qu'elle est donc complètement fermée. J'ai juste fait un simple trou. Alors, le trou, on le voit ici. Voilà mon sténopé, donc on voit le trou ici, c'est-à-dire que la lumière va rentrer uniquement par ce trou. On voit qu'elle peut rentrer nulle part ailleurs. La lumière, pardon pour le câble, la lumière rentre donc par ce trou. Hop, j'enlève ça qui nous servira pour un prochain cours. Alors le câble va m'énerver un petit peu, donc j'enlève complètement. Et voilà, la lumière rentre donc par le trou, elle continue son chemin jusqu'au moment où elle rencontre la paroi opposée à mon trou, et donc la lumière va venir se projeter sur cette paroi. Alors, comment ça fonctionne? Comme je l'ai expliqué, sauf que moi, si vous voyez sur la paroi ici, j'ai mis du papier calque, comme ça, par transparence, je peux voir la projection qui se réalise. La lumière rentre, elle se projette sur mon papier calque, et là, par transparence, je vais voir la projection. Donc sur ce papier, en fait, j'aurai une image de l'extérieur de mon sténopé. Alors ça, c'est un sténopé que j'ai fait donc maison, vous vous en doutez. Ça, si on regarde un petit peu cette distance ici, ça correspond à la distance focale sur votre objectif, ce qu'on appelle le zoom, hein, ce qu'on appelle 35, 50 mm. Voilà, on le retrouve ici, c'est ce qui vous permet d'agrandir ou de rétrécir l'image. Et en fait, si vous voulez, ce trou, ça correspond un petit peu à l'objectif de votre appareil photo. Et oui, la lumière dans votre appareil photo rentre par l'objectif, et donc moi, ma lumière, elle rentre donc bien par ce trou. Au-delà du sténopé, voilà, qui est un peu maison et qui est un peu abîmé, j'en ai un autre sténopé que j'ai acheté sur internet et le voici. Alors la grande différence, c'est que lui, le trou, cette fois-ci, il y a une lentille. La lentille, tout simplement, elle permet de converger, de diverger plus facilement la lumière, et ce qui fait que sur le papier calque, à la sortie, on aura donc une photo plus nette. Et si on regarde bien, c'est le même principe. Je peux toujours gérer voilà, mon zoom ici en sortant ou descendant quelque chose, et là c'est bien mon papier calque, et c'est bien là-dessus que mon image va venir se projeter, et c'est bien là-dessus que je vais pouvoir voir, en gros, ce que voit mon œil. Ce que je vous propose avec celui-ci, qui marche un petit peu mieux, c'est que nous allons aller tout de suite dehors pour voir en live. C'est parti! Et donc voilà, comme promis, on se retrouve à l'extérieur. On va regarder rapidement, ça va être très rapide le sténopé. Il a fallu que je trouve un coin d'ombre parce qu'il ne faut pas me faire polluer par la lumière extérieure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la lumière rentre que par la lentille. Et je n'ai pas pu non plus faire ce test à l'intérieur du studio parce qu'il faisait trop sombre et je pense que vous auriez rien vu. Désolé si le son est un petit peu mauvais, je suis dehors, je suis complètement en vlog. J'espère que ça ira quand même. Voilà mon sténopé, il est là. Et on va regarder ensemble ce que l'on voit. Voilà, donc c'est exactement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de triche, juste la lentille, la lumière qui continue son chemin et qui se projette sur la paroi opposée, alias du papier calque. Et peut-être que pour les plus avertis, vous allez reconnaître où je suis. Vous voyez que c'est à l'envers, évidemment grâce à la convergence et la divergence, le haut devient le bas devient le haut, la gauche devient la droite et la droite devient la gauche. Voilà, on voit que ça fonctionne. Et si je zoome comme ça, en fait j'aurais une tendance à me rapprocher ou à m'éloigner, mais vu que je n'ai pas de mise au point, c'est à moi avec mes petites jambes de m'approcher ou de m'éloigner pour faire la mise au point. Voilà. Bon, c'était pas grand chose, j'espère quand même que ça étaye un petit peu ce que je vous ai dit, et on se retrouve tout de suite dans le studio. Et voilà, comme vous l'avez vu, c'était assez simple, vous avez dû peut-être reconnaître Bordeaux, en tout cas, vous avez compris le principe du sténopé. Alors, à qui pouvait servir ce sténopé? Il servait tout simplement aux peintres. Les peintres s'en servaient pour avoir les bonnes proportions et les bonnes perspectives. Et oui, comme certains d'entre vous le savent déjà, entre la peinture et la photographie, la peinture est quand même l'histoire de la photographie. On retrouve souvent des notions de peinture, notamment quand on parle de cadrage, avec la règle des tiers, les nombres d'or, les perspectives dans les angles, la profondeur. Tout ça, peut-être qu'on y reviendra sur une vidéo dédiée au cadrage, mais on voit bien que ces deux mondes, quand même de l'image, sont étroitement liés. Alors, comment s'en servaient les peintres? Les peintres,
tout simplement comme je le montre ici, pouvait rentrer dans le sténopé. Il n'y a pas de limite de taille, un sténopé. Quand un sténopé est un peu plus grand, il peut peut-être changer de nom et on peut peut-être appeler ça une chambre noire. En tout cas, il n'y a pas de limite de taille. Comme le montre sur l'image, ici, le peintre est carrément à l'intérieur du sténopé. Il y a toujours mon trou, la lumière rentre par mon trou, elle continue son chemin et elle vient se projeter sur la paroi opposée à mon trou. Et ce que faisaient les peintres, c'est que sur cette paroi, ils venaient mettre leur toile à peindre. Et comme ça, la lumière, elle se projetait sur la toile. Et ils venaient prendre des mesures, des points, pour avoir un croquis et pour être le plus fidèle possible à la réalité. Le peintre qui a beaucoup utilisé ce phénomène est en l'occurrence Vermeer. Vermeer, sur ce tableau-là, la bibliothèque, on voit qu'il y a beaucoup de proportions, beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de plans différents. Quand on voit, voilà, il faut que les personnages en arrière-plan soient bien proportionnés, notamment par rapport au premier plan avec la table et la tapisserie. On voit qu'il y a des perspectives avec le mur et les fenêtres sur la gauche. Donc pour s'aider à avoir ça le plus juste possible, Vermeer, il s'est aidé donc du sténopé. Et comme un photographe, il a composé sa scène. Il compose sa scène. Ici, à gauche, nous voyons les personnages qui posent, et là, nous avons toujours le sténopé, avec un trou, la lumière rentre par le trou, elle continue son chemin, elle se projette sur la paroi opposée au trou. Cette fois-ci, à l'inverse de mon sténopé perso où moi j'ai mis du papier calque, et bien là, il n'a pas mis du papier calque, mais il a remis une fine toile de mètre, et par transparence, en étant à l'extérieur du sténopé, il arrive à voir la projection se faire, parce que la toile est assez fine pour faire passer la lumière par transparence, mais assez épaisse en même temps pour l'arrêter, qu'il y ait une projection. Et en étant de l'autre côté, comme on voit ici, donc tout à droite de l'image, et ben Vermeer, clac, 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 il vient prendre des points de repère pour être le plus précis possible. Alors évidemment, c'est pas du décalcage, hein. Une fois qu'il a pris ses points de repère, il enlève son tableau, il le retourne, et là c'est tout le talent du peintre pour finir de peindre la photo. Mais voilà l'histoire de la photographie. Alors, enfin l'histoire, l'ancêtre de la photographie, parce que comme je disais au début, ce n'est pas de la photographie moderne. Ah, qu'est-ce qui manque pour que ça devienne de la photographie moderne? Eh bien évidemment, là, l'image, elle n'est pas fixée. Du moins, c'est le peintre qui le fixe. Cette notion de fixation est très importante. C'est réussir à enregistrer l'image de façon définitive sur un support. Et là, l'image, si vous voulez, en fait, c'est juste une projection instantanée. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le peintre et si je bouche le trou, la lumière ne pouvant plus rentrer, il n'y aurait plus de projection sur la toile et il en ressortirait rien. Donc en fait, la différence entre le sténopé et la photographie moderne, c'est tout simplement qu'on a réussi à inventer un support qui peut fixer de façon autonome la lumière. Et ce support, il a été inventé en 1825. Donc pour petit rappel, le sténopé 16e, 17e, utilisé par les peintres, et qui était juste une projection de l'image, et du moins c'est l'action humaine qui venait la fixer. 1825, grâce à Nicéphore, on a un support, c'est-à-dire qu'on remplace la toile par un support photosensible, la lumière rentre, elle se projette sur ce support photosensible et de façon autonome, il vient fixer l'image et comme ça nous avons la première photographie. Voilà, je continuerai sur l'histoire de la photographie sur un second cours. On partira justement de cette notion de photosensibilité, comme ça on pourra commencer à voir comment elle se traduit sur votre appareil, qu'est-ce qu'on comprend par la notion de photosensibilité. J'espère que ça vous a plu, et comme pour chaque fin de cours, ce que je vais essayer de faire, voilà, en quelques temps, juste, et alors, concrètement, parce que tout ça est un peu théorique, mais concrètement, à quoi ça nous sert? Voilà un peu par quoi je vais finir. Alors concrètement, à quoi ça nous sert? Bon, à se vanter d'avoir quelques connaissances, bon, c'est toujours sympa pour le Trivial Pursuit, mais ça ne nous sert pas encore à faire de nous un meilleur photographe, même si évidemment, plus on sait de choses, plus on a de connaissances, et ben plus ça ouvre le champ des possibles, et plus on peut être créatif. Non, ça, c'est juste aussi, si vous avez des enfants, ça peut être très sympa à faire, hein. Donc vous prenez la boîte à chaussures comme je vous l'ai montré, et vous pouvez faire un exercice sympa, tout simplement, pour montrer la simplicité et pourquoi pas faire un petit atelier et jouer avec ces marmots. Ça sera beaucoup plus intéressant sur le prochain cours parce que vous verrez qu'avec ça, on peut faire une photo. Évidemment, il suffit d'acheter du papier photosensible et là, j'en parlerai la prochaine fois et ça sera d'autant plus ludique. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!